L'invité d'ici. Notre invité, on accueille avec beaucoup de plaisir Jean-Yves Dussert, président du Conseil général des Hautes-Alpes, président de la communauté de communes également du Champsaur. Merci d'être avec nous. Merci à vous de votre invitation et bonjour Jean-Marc. On est content de vous accueillir dans ces locaux de DCTV, la télévision des Hautes-Alpes et de l'Ubaye. C'est une première, donc on est content que vous soyez avec nous aujourd'hui pour faire le point sur divers sujets. Alors il y en aurait beaucoup, on pourrait y rester une heure. C'était tellement qu'il y a de sujets évidemment qui concernent le département des Hautes-Alpes. On va essayer d'en choisir quelques-uns. Et d'abord, ce choix fait par le département, c'est ce qu'on perçoit en tout cas de l'extérieur, de vraiment passer peut-être la vitesse supérieure en matière de développement économique. C'est ce qui est ressorti de la séance plénière d'il y a quelques jours, c'est ce qui ressort également du travail de fond fait en ce moment au Conseil général. Oui, c'est un choix que j'assume pleinement dans la mesure où moi j'ai la conviction aujourd'hui que ce qui intéresse nos concitoyens, eh bien ce qui les inquiète d'ailleurs, c'est l'emploi, c'est l'économie et parce que nous sommes en période de crise, alors bien sûr, l'État doit avoir son rôle, mais je crois que toutes les collectivités locales, et au premier rang desquelles le Conseil général, doit prendre toute sa part pour essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux. Si on veut plus d'activité économique, eh bien, derrière, ça va générer plus d'emplois. C'est pour ça qu'on fait une action de fond depuis maintenant quelques années. J'ai voulu que nous travaillions dans le domaine du tourisme, de l'économie, de l'agriculture, bref, tout ce qui a trait à l'économie, et qu'on ne dissocie pas ces différents pans de l'économie. Tout ça, c'est avec un seul et même objectif, c'est créer de l'activité, créer de l'emploi. Et donc, ça se traduit, parce que nous avons fait avec, par exemple, l'IT 05 dans le domaine des collectivités locales, ça se traduit par la réorganisation en 3 pôles du Conseil général, ça se traduit également par la création future d'une agence de développement touristique et économique qui va piloter à la fois le comité du tourisme et HAD. Ça se traduit par un certain nombre de mesures importantes qui ont été prises. Ça va se traduire, et nous pourrons y revenir si vous le souhaitez, dans les prochaines semaines, par notre participation au salon de l'agriculture. Ça se traduit également par l'appel à projets. Bref, tout un tas d'initiatives qui n'ont qu'un seul but, et c'est de donner de l'impulsion à l'activité économique. En essayant de fédérer, c'est ça, d'enlever certaines barrières un peu psychologiques entre le monde agricole, le monde de l'entreprise, etc. Vous essayez de fédérer un petit peu. On a déjà commencé ici de fédérer, par exemple, si vous voulez, à travers la conférence économique. C'était l'objectif. Et j'ai voulu, moi, replacer le département au centre du dispositif. Non pas pour tout faire, parce qu'il faut qu'il y ait des partenariats. Et nous travaillons en partenariat, je pense notamment au consulaire, je pense au milieu associatif. Mais le département a un rôle pivot à jouer, et c'est ce rôle-là que je souhaite lui faire jouer. Et puis, en évitant ces cloisonnements entre agriculture, tourisme, économie, bref, ici, il y a une interdépendance qui est très très forte entre ces différents secteurs d'activité, et notamment, on l'a vu tout à l'heure, quand vous aviez un reportage sur Happy Land, la valorisation des produits locaux est quelque chose d'essentiel pour l'agriculture, ça crée des emplois, et c'est un facteur d'appel en termes touristiques qui est très important. Donc voilà, c'est l'exemple concret de ce que nous pouvons faire pour faire en sorte de dynamiser l'activité du département. Alors vous l'évoquiez, le département va cette année, pour la première fois, je crois, marquer vraiment le coup au Salon de l'Agriculture avec son stand propre. D'habitude, le département était plus ou moins hébergé sur le centre de la région, on le voyait sans trop le voir, pour être assez objectif. Cette année, il y aura vraiment la marque Hautes-Alpes naturellement et le département des Hautes-Alpes très présent dans le pavillon des régions de ce Salon de l'Agriculture dans quelques jours. Avec un stand qui sera aux couleurs du département des Hautes-Alpes. Et je crois, vous le verrez, ce sera un très très beau stand. Moi, je ne suis vraiment que très très satisfait parce que c'est une volonté que j'exprimais de manière très forte depuis quelque temps maintenant. Et j'avais un peu du mal à la faire décliner parce que c'est un gros investissement. Ça demande de la part de mes équipes beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Ça demande de la part de l'ensemble de ceux qui vont y participer, des agriculteurs, de pouvoir se libérer à ce moment-là. Nous le faisons, nous y avons mis quand même de l'ordre de 100 000 euros. Et j'ai vraiment l'impression que notre agriculture va pouvoir montrer ce qu'elle est capable de faire et ce que sont les Hautes-Alpes. Vous savez, ça fait plusieurs années que je vais au salon de l'agriculture. J'y ai participé à l'époque en tant que responsable de la maison du tourisme du Champsaur-Val-Godemar. Et je souffrais à l'idée qu'il n'y avait pas notre département. Tous les départements étaient représentés et nous, le nôtre n'était pas représenté. Alors, vous connaissez ma sensibilité agricole très, 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 très forte et j'ai la conviction vraiment que c'est un vecteur de communication et il
Il y a des choses à faire passer qui sont importantes et je pense et j'espère que c'est le début d'une belle et longue expérience. C'est pas une fin en soi non plus. C'est pas une fin en soi. Je le disais l'autre jour lors du congrès de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est pas une fin en soi. C'est le début d'une belle aventure. On va montrer que le département des Hautes-Alpes a une agriculture de qualité, sait produire des choses de qualité et est capable d'attirer chez lui aussi, évidemment, d'un environnement exceptionnel, dans un hébergement de qualité, des gens qui veulent bien venir chez nous. Est-ce que vous emmènerez des animaux, vous? Alors, vous savez que les agriculteurs de la FDSEA, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour être précis, ont dit qu'en signe de protestation contre les affaires et les histoires qui tournent autour du loup et ce rejet, justement, du prédateur, ils n'amèneraient aucun animal au salon de l'agriculture. Alors, non, moi, je n'amènerai pas l'animal, non. Vous savez qu'il existe à côté de ça notre salon, hein, enfin un autre volet du salon qui est le concours animal. Oui, c'est déjà prévu de toute façon. J'avais été l'année passée d'ailleurs exprès au centre d'agriculture parce que j'avais un de mes amis qui présentait une vache qui d'ailleurs avait gagné un prix, qui avait gagné un prix. Donc j'avais été pour l'encourager, le soutenir. J'avais fait un voyage à titre privé et j'ai toujours évidemment un plaisir immense à aller voir ces animaux qui sont magnifiques. Alors les bovins, les ovins, enfin bref, les chevaux, il y a vraiment quelque chose de... Ça éblouit, ça nous éblouit totalement et en tout cas moi j'ai une sensibilité très proche, très affirmée dans ce domaine-là. Un petit mot sur un autre grand pan de l'économie, évidemment, les stations de sport d'hiver. Alors, depuis maintenant quelques bons mois, c'est vous-même qui aviez un peu lancé le débat en disant qu'il va falloir se reposer des questions, réfléchir à comment, à quel modèle on met en place, non pas d'une manière générale pour les stations, parce que c'est souvent un peu au cas par cas. Où en êtes-vous dans cette réflexion, sachant que c'est pas facile d'en parler d'une manière très simple et en une phrase, puisque encore une fois, dans chaque, il y a presque autant de cas particuliers que de stations. Vous savez, Jean-Marc, dans le cadre justement de l'action économique que nous évoquions tout à l'heure, j'ai souhaité lancer la révision du schéma départemental du tourisme, avec notamment un volet station, parce que j'ai bien la conviction que rien ne sera jamais comme avant et qu'il est nécessaire absolument d'évoluer. Alors on a eu des évolutions très fortes sur les stations-villages, nous connaissons malgré tout un certain nombre de difficultés, mais on va plutôt dans le bon sens. Certaines stations ont connu des difficultés, et pour autant, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à aller de l'avant, il faut continuer à investir. L'hébergement peut poser un certain nombre de problèmes, il faut travailler dans ce domaine-là. Donc il y a quasiment autant de réponses qu'il peut y avoir de cas dans ce territoire. Mais il faut garder un cap. Les stations de sport d'hiver sont d'une importance capitale pour notre département et il appartient au Conseil général de les accompagner tant dans les infrastructures routières, ferroviaires et autres pour amener les clients que dans peut-être une aide à l'hébergement, que dans évidemment la promotion, que dans un certain nombre d'actions qui peuvent être fortes et valorisantes. Bref, je crois que tout le monde reconnaît ici que nous devons être très très vigilants à l'évolution de nos stations parce que derrière ça, eh bien, c'est l'emploi et c'est l'essentiel de l'activité économique de nos départements. Un mot du sujet récurrent, permanent depuis des lustres, du désenclavement, etc. Alors, c'est pas pour parler de l'autoroute, mais en revanche pour parler du sujet du ferroviaire quand même. Je crois qu'il vous tient à cœur, comme à l'ensemble des élus, qui se rendent bien compte, alors je ne sais pas si ça va être la bonne formulation, hein, mais qu'on est un peu dans un système de peau de chagrin ou de fil en aiguille. Eh bien, on se demande s'il nous restera une desserte ferroviaire digne de ce nom dans quelques années. Franchement, nous arrivons là, en ce moment, au moment où nous discutons le contrat de plan qui va se mettre en place. Le préfet de région est venu nous présenter les premiers éléments du contrat de plan. Nous arrivons au moment où il faut justement discuter de cela sans tabou et dire que ce département mérite à la fois un désenclavement routier et un désenclavement ferroviaire. Et c'est la façon pour l'État, s'il veut nous enclaver, de le montrer à travers ce contrat de plan, l'État et la région. Je suis heureux que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ait accepté, elle, de garder un volet routier, parce que dans ce département, on continue à y venir par les routes. Et comme il n'y a pas eu, justement, cette autoroute à laquelle j'aspirais, il est important, il n'y a pas eu pour l'instant, disons, il est important que des travaux conséquents soient faits sur le réseau national. Mais pour revenir au volet routier, au volet ferroviaire, pardon, que vous évoquiez, bien sûr, moi je m'inquiète et je pense que à faire quelques emplâtres sur des jambes de bois, comme on a tendance à le faire sur nos lignes, c'est important de garder nos lignes telles qu'elles sont. Mais je crois, franchement,
que tant qu'on n'aura pas envisagé des lignes structurantes, des lignes électrifiées, reliées à une gare TGV, qui nous permettent éventuellement demain d'aller vers l'Italie, eh bien, nous serons en difficulté. Et je pense qu'il faudra que le gouvernement et la région aient l'audace de penser que dans un département comme le nôtre, on pourra faire comme en Savoie, c'est-à-dire amener peut-être demain 50 à 60% des touristes par le biais du train. Moi, je crois qu'on peut désenclaver les Hautes-Alpes par le train. Il faut s'en donner les moyens. Et malheureusement, si on continue tout simplement, à venir réparer ça ou là certaines lignes, c'est important. C'est important, bien sûr, et c'est nécessaire à court terme. Mais il faut déjà prévoir plutôt le long terme. Un petit mot plus politique pour terminer, pour rester dans les délais et le temps de cet entretien. Écoutez, alors vous êtes président du Conseil général, vous êtes président de la communauté de communes du Champsaur. On me prête qu'au riche, vous allez me dire, mais alors on parle vraiment beaucoup de vous sur le thème. Pierre-Bernard Raymond a décidé de ne pas se représenter au Sénat et on évoque votre candidature, les commentateurs autorisés, comme disait l'autre, etc. Alors, est-ce que vous êtes vraiment formellement, à ce stade, candidat pour devenir le sénateur des Hautes-Alpes, ou est-ce que c'est encore en réflexion ? Vous savez, Jean-Marc, cette question des sénatoriales, évidemment, se pose, bien sûr. Et ça me donne l'occasion, puisque vous m'en parlez, de resituer l'élection sénatoriale dans le contexte qui est le sien. Et n'oublions pas que cette élection sénatoriale va concerner quelques centaines de grands électeurs. Mais d'un autre côté, c'est très important d'avoir un représentant, puisqu'il y a un seul représentant au Sénat, c'est très important d'avoir un représentant qui va être désigné, qui va être voté au mois de septembre. Et j'en profite pour faire peut-être un peu de pédagogie, parce que derrière ces 500 électeurs qui vont voter, 400 ou 500 électeurs, 600 exactement, je ne sais pas bien, eh bien, ce sont des conseillers municipaux, ce sont des conseillers généraux, enfin bref, les Walpins dans leur ensemble ne sont pas concernés par cette élection, qui est une élection au deuxième degré. Oui. Mais 95% des électeurs aujourd'hui ne sont pas connus. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler sur les élections municipales. Moi, aujourd'hui, ça mobilise l'intégralité de mon action politique, les municipales, aider les amis qui sont candidats, faire en sorte d'inciter les Walpins à les voter. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour inciter les Walpins à les voter pour cette échéance qui est essentielle des élections municipales. Et puis après, bien évidemment, nous verrons au lendemain des élections municipales, au niveau après des élections intercommunales, notamment, nous envisagerons d'autres... C'est une perspective qui vous plairait, pour faire simple. D'autres échéances. Aujourd'hui, à ce stade-là, bien sûr, tout peut être envisageable, rien n'est exclu, et il s'agira de savoir quelle est celle ou celui qui est le mieux à même de représenter les Hautes-Alpes à un moment donné. Vous savez, Jean-Marc, vous me connaissez, nous avons siégé ensemble sur les mêmes bancs, côte à côte, dans le même groupe, donc vous savez pertinemment que je ne suis pas forcément très carriériste, et que je travaille essentiellement pour le bien, j'essaie de travailler pour le bien de mon département. Je suis engagé depuis déjà tellement longtemps que je pense surtout à mon département et finalement pas tellement à moi. Et lorsque certains pronostiquent alors une guéguerre ou une guerre tout court avec votre premier vice-président, Jean-Michel Arnaud, pour ce poste de sénateur, si toutefois vous confirmez votre engagement, qu'est-ce que vous dites, que vous en remettez aux instances nationales de l'UMP qui auront peut-être à choisir qui elles souhaitent présenter? Mais je vous dis, Jean-Marc, à ce stade-là, la question ne se pose pas encore. Nous verrons le moment venu et nous prendrons les décisions en concertation, tous ensemble, pour que ça se passe évidemment le mieux possible, pour que les Hautes-Alpes soient bien représentées. Voilà, à ce stade-là, c'est la seule chose évidemment que je peux dire. Merci beaucoup, Jean-Yves Dussel, d'avoir été avec nous. Merci vraiment. L'invité d'ici.